Pour ceux qui sont à la recherche d'une œuvre d'art iconique et intéressante à présenter lors de l'oral du brevet, voici une liste de 30 œuvres d'art iconiques à présenter à l'oral du brevet. On commence tout de suite avec l'Antiquité et la victoire de Samothrace, réalisée vers 190 avant Jésus-Christ, donc deux siècles avant Jésus-Christ. C'est une sculpture dressée sur la proue d'un navire, aujourd'hui disparu. Elle célèbre en mouvement une victoire navale majeure. Ses drapés fluides et son dynamisme impressionnent encore aujourd'hui les visiteurs du Louvre. Ensuite, on passe à la deuxième œuvre, la Vénus de Milo, réalisée environ un siècle avant Jésus-Christ, donc qui a plus de 2000 ans. C'est une sculpture grecque sans bras qui intrigue encore par son mystère et sa beauté intemporelle. Elle symbolise la perfection et l'harmonie des canons esthétiques de l'Antiquité. Sont-ils encore, à l'heure actuelle, valables? Ensuite, la troisième œuvre de l'Antiquité, il s'agit du Colisée à Rome, réalisé entre 72 et 80 après Jésus-Christ. Cet amphithéâtre majestueux de l'Empire romain accueillait sans aucun doute des combats de gladiateurs épiques, des jeux et des spectacles publics grandioses. Son architecture, elle est innovante et elle témoigne de la puissance et de l'ingéniosité des Romains. Ensuite, on passe au Moyen-Âge. Donc la quatrième œuvre, il s'agit de la tapisserie de Bayeux, réalisée en plein cœur du XIe siècle, vers 1070. C'est une broderie de 70 mètres de long, elle est interminable et il faut aller la voir, et elle raconte la conquête normande de l'Angleterre avec une richesse et des détails inégalés. C'est un témoignage unique de l'art narratif médiéval, c'est un petit peu la bande dessinée avant l'heure. Ensuite, la cinquième œuvre, c'est Les très riches heures du duc de Berry, réalisé entre 1412 et 1416. Ce manuscrit-là, ce chef-d'œuvre d'enluminure médiévale, illustre les saisons avec des scènes de la vie quotidienne. Chaque page, c'est une fenêtre sur l'élégance et la piété médiévale. Ensuite, on enchaîne avec la Renaissance et bien sûr La naissance de Vénus, réalisée par Sandro Botticelli vers 1485. Avec ses proportions idéales et sa poésie visuelle, ce tableau célèbre la beauté et l'amour. La légèreté des couleurs et des lignes transporte le spectateur dans un univers mythologique, symbole de la Renaissance. Ensuite, bien sûr, on est obligé d'évoquer la Joconde, réalisée par Léonard de Vinci, peut-être en 1503, peut-être en 1506, peut-être encore plus tard. Bref, son sourire énigmatique et le regard captivant de Mona Lisa en font un des portraits les plus fascinants de l'histoire des arts, en plus d'être l'œuvre la plus célèbre de l'histoire. Ensuite, on enchaîne avec le David de Michel-Ange, réalisé entre 1501 et 1504. Il s'agit d'une sculpture monumentale en marbre qui illustre la puissance et la perfection du corps humain. C'est un symbole de la force et du courage. Elle impressionne encore aujourd'hui par sa maîtrise technique et surtout son envergure épique. Ensuite, pour la neuvième œuvre, on reste avec Michel-Ange et la fameuse Chapelle Sixtine, réalisée entre 1508 et 1512, une des fresques les plus célèbres du monde qui sont dans la Chapelle Sixtine, et notamment l'épisode de la création d'Adam. Cette œuvre incroyable révolutionne l'art par sa monumentalité et son dynamisme. Ici, Michel-Ange y explore des thèmes religieux avec une audace absolument inégalée. Ensuite, la dixième œuvre, c'est Les Noces de Sana, réalisée par Paul Véronèse en 1563. Ici, nous retrouvons une fresque colorée et complexe qui illustre un banquet monumental et célèbre un épisode biblique avec faste. La richesse des détails et la diversité des personnages captivent le spectateur. Ensuite, nous allons passer à la période baroque, classique. On commence avec la 11e œuvre, La Ronde de nuit, réalisée par Rembrandt en 1642. Ce tableau baroque saisit l'attention par ses jeux de lumière et son énergie dramatique. Forcément, c'est Rembrandt. Les personnages ici semblent presque vivants dans cette scène de groupe animé et le mystère plane. Que se passe-t-il? Qu'attendent-ils? Y a-t-il un événement inattendu au cours de cette ronde de nuit? Ensuite, pour finir avec le classique, nous avons droit à l'Extase de Sainte Thérèse, la sculpture du Bernin, réalisée entre 1647 et 1652. Cette sculpture baroque représente une expérience mystique avec une intensité émotionnelle et une expressivité unique. Les détails du drapé et l'illusion de son mouvement sont saisissants. On voit Sainte Thérèse
prête à être brûlée par le feu. Bien qu'il s'agisse bien sûr d'une métaphore, l'extase de Sainte Thérèse a provoqué de vives réactions lorsqu'elle a été présentée. Ensuite, on passe au romantisme et au réalisme avec mon tableau préféré, le paysage d'hiver avec église de Caspar David Friedrich en 1811. Ce tableau romantique mêle spiritualité et nature dans une atmosphère silencieuse et contemplative. La promesse d'une vie après la mort apparaît sous la forme de cette église gothique qui disparaît dans la brume ou qui apparaît lorsqu'on observe ce voyageur qui a abandonné ses béquilles et qui réfléchit à son avenir, à son futur et peut-être même à l'immensité de l'univers. Ça invite le spectateur à réfléchir sur sa condition et c'est ça le romantisme. On poursuit avec la 14e œuvre, Le radeau de la Méduse, réalisée par Théodore Géricault entre 1818 et 1819. Inspiré d'un naufrage tragique, ce tableau romantique, poignant, critique les injustices de la société. Sa puissance émotionnelle et son réalisme frappent encore les spectateurs du Louvre qui le rencontrent et le rendent inoubliable. Il faut bien aussi savoir que Théodore Géricault, il est allé jusqu'à récupérer des morceaux de cadavres pour être le plus près possible de la réalité. Ensuite, la 15e œuvre, c'est La liberté guidant le peuple d'Eugène Delacroix. Réalisé en 1830, ce tableau, on croit à tort qu'il représente un événement de la Révolution française. En fait, non. C'est un tableau vibrant qui incarne l'esprit révolutionnaire, certes, et l'espoir de changement. Les couleurs dynamiques et les détails puissants insufflent vie à cette allégorie de la liberté qui deviendra très rapidement un des symboles de la République française. Ensuite, on passe à l'œuvre numéro 16, L'Angélus de Jean-François Millet, réalisé entre 1857 et 1859. C'est un tableau simple qui rend hommage à la vie paysanne avec une sincérité poignante et une ambiance spirituelle. La douce lumière et les gestes calmes des personnages renforcent son impact émotionnel. On entend presque le clocher de l'église au loin qui invite ces deux timides paysans à se recueillir pour célébrer l'Angélus. C'est un des tableaux les plus célèbres de cet artiste qui nous permet de réfléchir sur l'avenir du monde paysan à cette époque. Ensuite, avec l'œuvre numéro 17, on rentre dans l'impressionnisme grâce à Claude Monet qui, en 1872, nous présente Impression et Soleil levant. C'est vraiment le donneur de nom au mouvement impressionniste. C'est à partir de ce tableau-là que le mouvement impressionniste a décollé, s'est découvert, s'est dévoilé. C'est un tableau qui capte la lumière et le mouvement avec une délicatesse inédite à cette époque et il transporte le spectateur dans une scène éthérée à l'aube. Donc, comme on l'a dit, la première œuvre vraiment impressionniste. Ensuite, pour l'œuvre numéro 18, on enchaîne avec Le déjeuner des canotiers d'Auguste Renoir en 1881. Cette scène conviviale et baignée de lumière célèbre la joie de vivre. Les détails des visages et les jeux d'ombre ainsi que la lumière sont d'une remarquable finesse et on est dans la scène. On a vraiment l'impression d'être là. Encore une fois, un magnifique tableau impressionniste. Ensuite, l'œuvre numéro 19, c'est Le Café de nuit, réalisé par Vincent Van Gogh en 1888. Cette œuvre un petit peu méconnue, elle possède malgré tout des couleurs vibrantes et elle crée une atmosphère un petit peu oppressante qui traduisent la solitude et l'intensité émotionnelle. Regardez bien ces lanternes, est-ce qu'elles ne réveillent pas un petit peu en vous le souvenir de la nuit étoilée? Van Gogh y mêle ici tension et poésie dans une scène nocturne intrigante. C'est une œuvre qu'il faut à tout prix mettre en parallèle avec celle-ci, où on reconnaît encore un petit peu la nuit étoilée en arrière-plan, et où on retrouve ce célèbre café baigné de lumière, presque une invitation pour aller entrer à l'intérieur. Le contraste y est saisissant, et ces deux œuvres-là, elles sont rarement citées par les élèves, et pourtant, ce sont deux merveilleuses œuvres du célèbre peintre néerlandais. Ensuite, l'œuvre numéro 20, c'est D'où venons-nous ? Que sommes-nous et où allons-nous ? Réalisé par Paul Gauguin au crépuscule du 19e siècle, entre 1897 et 1898. Il s'agit d'une fresque existentielle aux couleurs exotiques qui explore des questions philosophiques universelles. Paul Gauguin y mêle ici mythologie, spiritualité et quête personnelle. Rappelons-nous que Paul Gauguin il a quitté la France métropolitaine pour les plages paradisiaques de la Polynésie française. À présent, nous rentrons dans une nouvelle époque, l'Art nouveau et la période moderne.
On commence tout de suite avec Le Printemps d'Alphonse Mucha, réalisé en 1896. C'est une œuvre emblématique de l'Art nouveau qui célèbre la nature et la féminité avec des lignes élégantes et des motifs floraux typiques de l'Art nouveau. Son charme intemporel continue de fasciner et d'inspirer des designers, des architectes et des publicitaires. Ensuite, on passe à l'œuvre numéro 22, Le baiser de Gustav Klimt, réalisé entre 1907 et 1908. Cette composition richement décorée célèbre l'intimité et la passion dans un cadre doré et symbolique. Gustav Klimt, ici, il allie sensualité et spiritualité avec une esthétique unique. On notera bien sûr l'aspect doré qui rend presque sacré ce couple qui, drapé, vêtu et caché, célèbrent leur amour en toute discrétion sur un tapis de fleurs. Ensuite, nous allons passer aux Demoiselles d'Avignon de Pablo Picasso. Réalisé en 1907, c'est une œuvre incroyable, car avec ses formes angulaires et ses perspectives multiples, ce tableau, il marque surtout une rupture avec l'art classique. On n'a jamais fait ça avant, et ainsi, Picasso ouvre la voie au cubisme et d'une manière plus générale à l'art moderne. En 1907 seulement, Pablo Picasso, on voit bien ici le rôle de pionnier qu'il a su tenir dans l'histoire de l'art. Ensuite, on enchaîne avec Le Rêve d'Henri Rousseau en 1910, une œuvre que j'adore. C'est un tableau onirique qui mêle un petit peu naïveté et mystère dans une jungle exotique luxuriante. Les couleurs vives et les détails fantasmagoriques transportent littéralement dans un autre monde. On est vraiment dans un rêve. Notez le détail de la lune, son réalisme incroyable et les créatures un petit peu mystiques et menaçantes qui se tapissent au milieu de ces plantes luxuriantes et de cette jungle étouffante. Ensuite, on passe bien sûr à Salvador Dali et les fameuses montres molles, mais en réalité le tableau s'appelle La persistance de la mémoire et il a été réalisé en 1931. Ici, les montres molles défient la réalité parce qu'elles sont toutes molles et elles symbolisent la fragilité surtout, la fragilité du temps qui passe dans un paysage totalement surréaliste avec plein de petits détails et d'anecdotes. Dali, ici, dans ce chef-d'œuvre, mêle le rêve, l'inconscient et l'imaginaire avec une audace extraordinaire et une sincérité déroutante. Ensuite, on va passer à une de mes peintres préférées, Frida Kahlo. Les deux Frida, réalisées en 1939, c'est une œuvre introspective. Ici, Frida, elle explore son identité divisée entre tradition mexicaine d'un côté et culture européenne de l'autre. La douleur et la résilience s'entremêlent dans une scène profondément symbolique. Comme toujours avec Frida, il y a plein de références à sa vie privée et aux événements qui ont chamboulé son existence. Bien sûr, la rupture avec son amour de toujours, Diego Rivera, mais aussi plein d'autres choses. Ensuite, on retourne avec Pablo Picasso, qui, en 1937, propose Guernica, une œuvre incroyable, une puissante dénonciation des horreurs de la guerre. Ce tableau monumental bouleverse par sa force émotionnelle. Les formes fragmentées, les tons monochromes du cubisme capturent à merveille l'absurdité et la violence de la guerre. Je vous rappelle la célèbre citation de Pablo Picasso, « L'horreur ne peut se dire en couleur ». Ensuite, pour l'œuvre numéro 27, on passe à Marilyn Diptyr de Andy Warhol, réalisée en 1962. C'est une œuvre du pop art qui célèbre et critique, bien entendu, la société de consommation, mais aussi la célébrité et ses travers. Les répétitions de l'image de Marilyn Monroe ici soulignent la superficialité de l'icône médiatique trop médiatisée. On la voit trop, on la voit partout et au final, son image ne finit-elle pas par se déformer un peu, s'éloigner de la vraie personne, s'éloigner de la réalité. Comme toujours avec les œuvres du pop art, elles ont l'air simples et faciles, mais en réalité, le message qui est derrière est beaucoup plus profond et elles méritent donc qu'on s'y intéresse. Ensuite, l'œuvre numéro 28, c'est Le baiser de l'hôtel de ville, réalisé par Robert Doisneau en 1950. Cette photographie romantique au possible met en scène un instant intemporel dans les rues de Paris. Elle symbolise l'amour et la spontanéité dans une composition pleine de charme. Mais on peut toujours se poser la question, est-ce que c'est une mise en scène avec des acteurs ou alors est-ce que Robert Doisneau il a eu l'œil et il a su saisir une scène comme ça, spontanée, fugace et unique d'un seul coup d'appareil photo? On peut toujours se poser la question. Et enfin, pour terminer cette liste, je vais vous présenter The Cloud Gate,
réalisée par Anish Kapoor en 2006. C'est l'œuvre la plus moderne que je vais présenter dans cette liste. C'est une œuvre qui est aussi appelée The Bean, mais alors il faut vraiment la voir en vrai, parce que cette sculpture gigantesque reflète son environnement urbain avec une vision absolument incroyable et paradoxale. Elle interagit avec les visiteurs, parce que sa surface polie, elle invite à une expérience immersive et ludique absolument unique au monde. Hein. On voit les buildings, les gratte-ciel de Chicago totalement déformés par la perspective, ainsi que nous-mêmes.